Et place tout de suite à l'invité du Grand Journal de Midi. Et c'est de la situation en Syrie dont nous allons parler après le départ du président Bachar el-Assad. Après près d'un demi-siècle de règne, un tournant névralgique pour l'évolution politique du pays, mais aussi celle de la région, a fortiori dans le contexte de guerre que mène Israël à Gaza et au Liban. Avec nous pour en parler en direct de Rabat, l'expert Hassan Saoud, analyste politique et spécialiste en sécurité et stratégie. Bienvenue à vous. Merci madame, bonjour à vous et à vos éditeurs. Alors le départ de Bachar el-Assad, c'est l'histoire qui s'écrit dans ce pays et dans la région également. Quel est votre premier commentaire, Hassan Saoud, sur la fuite du président syrien chassé par l'offensive des rebelles dans la région ? On n'a jamais vu une offensive aussi fulgurante et rapide pour venir à bout d'un régime qui a régné pendant un demi-siècle en Syrie. Personne ne s'y attendait, mais là, les choses se sont accélérées, aboutissant, comme vous venez de le dire, au départ du président déchu, Bachar el-Assad et sa famille, vers la Russie, certainement comme l'indique un communiqué du Kremlin pour des raisons humanitaires. Aujourd'hui, je pense que cette rapidité a été évidemment encouragée par une liesse populaire dans toutes les régions conquises jusqu'à la capitale Damas. Aujourd'hui, je pense que cette coalition de l'opposition qui a montré des gestes assez politiques importants, rassurer les populations, libérer tous les prisonniers dans les geôles de l'ancien régime et appeler les gens au calme, mais on rentre réellement dans le dur. Alors justement, Hassan Saoud, comment les cartes pourraient-elles être redistribuées dans ce contexte, dans cette transition difficile que vous venez de décrire dans ce pays, sans sombrer dans le chaos? Parce que c'est bien ça le plus important. C'est la volonté affichée par cette coalition d'opposition par le biais de ce qui serait aujourd'hui le leader, l'ancien de Daesh, l'ancien évidemment de Al-Qaïda, qui a pris un nouvel habit et qui a repris son nom d'antan, Ahmed al-Shara. Je pense qu'il faut d'abord stabiliser ce pays. Et ensuite, la volonté de cette transition de confier les affaires courantes au gouvernement qui a été installé depuis septembre et qui aurait été accepté. La transition, de mon point de vue, s'il veut réussir, doit être inclusive. Il doit insérer toutes les communautés, qu'elles soient tribales, ethniques, religieuses et les minorités, pour qu'elles soient réussies. Il va falloir surveiller cette nouvelle architecture qui va certainement se mettre en place pour juger de la volonté d'inclusivité de cette nouvelle coalition d'opposition qui a pris le pouvoir. D'accord. Naturellement, il y a encore des escarmouches quelque part, un peu partout, mais les choses ont tendance à se stabiliser. Il va falloir surveiller ça. Alors, en attendant d'arriver à cette architecture du pouvoir vers la nouvelle Syrie, le Premier ministre syrien El-Jalali s'est dit prêt, lui, à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple. Et selon le chef de Hayat al-Tahrir, Shem, les institutions de l'État resteraient sous la supervision de l'ancien Premier ministre. Dans ce contexte, comment arriver à une transition inclusive, comme vous dites, et un transfert de pouvoir sans violence, Hassan Saoud? Je pense que, de mon point de vue, jusqu'à présent, ça se passe dans le calme. Le gouvernement continue à gérer. La population, je pense, elle s'est calmée après cette liesse-là.
on va rentrer dans la réalité qui va être peut-être un peu compliquée, tant la coalition de l'opposition est hétéroclite. Il va falloir insérer tout le monde dans ce dispositif de la transition pour mener le pays. Il va falloir aussi, de mon point de vue, opérer une réconciliation nationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Toutes les communautés, pendant 13 ans de guerre, avec toutes les affres, 500 000 morts, 13 millions à peu près entre réfugiés et déplacés, tout ça laisse des traces. Il va falloir, de mon point de vue, faire une espèce de réconciliation nationale. Et je pense que l'exemple marocain devait être inspirant pour essayer de solder un passé et un passif laissé par l'ancien régime. Alors, la chute de Bachar al-Assad redessine la carte du Moyen-Orient, déjà en proie à d'autres guerres et à l'incertitude. Donc, quel avenir pour la Syrie, mais aussi quel avenir pour la région? Une région où la Syrie et la stabilité de la Syrie est déterminante. Alors, quelles conséquences et quel impact sur les puissances régionales? Et surtout, Hassan Saoud, est-ce que les puissances régionales auront un mot à dire sur cet avenir-là, ou pas? Certainement. Vous savez que dans cette série qui est un nœud stratégique mondial important, toutes les puissances sont là. Alors, la Russie, qui a permis de ressusciter l'ancien président, vous avez la Turquie qui, grâce à elle et à l'armée nationale syrienne, a pu quand même venir à bout de ces régimes. Vous avez l'Iran qui est, à mon avis, le grand perdant dans cette région. Vous avez évidemment la Russie, dont il faut voir que deviendraient les bases de Tartous et de Hmeïm, qui ont été reprises au moment où la Russie s'est réimplantée. Vous avez certainement les pays du Golfe qui ont une position par rapport à ce conflit, mais vous avez les États-Unis. Les États-Unis où il y a encore 900 militaires dans le cadre de la coalition anti-Daesh dont ils ont le leadership, qui sont présents et qui continuent à bombarder les positions de Daesh. Donc vous avez évidemment tout l'environnement qui est explosif. Liban, Yémen, Irak, tout ça fait que la Syrie, instable, contribuera à un embrasement davantage. J'espère que ces nouveaux dirigeants reviendront à la raison pour essayer de calmer et que la Syrie, qui est un vieux pays de 5000 ans, regagne sa notoriété, sa stabilité dans cette région-là, parce qu'il est important dans la stabilité régionale et internationale. Et dans ce contexte, Hassan Saoud, vous avez parlé des réactions internationales et des rôles joués respectivement par certaines grandes puissances régionales. Est-ce que la fuite et le départ de Bachar al-Assad est peut-être vu comme un revers, et un revers cinglant pour la Russie, pour Moscou? Certainement, c'est la Russie qui a permis de perpétuer ce régime alors qu'il était aux abois. Et il a renforcé ses bases en Méditerranée et il a continué à causer des morts, des déplacés, des blessés, et puis la pauvreté et une situation économique catastrophique. Aujourd'hui, il semblerait que la Russie, qui abrite l'ancien dictateur, est en train de dialoguer sur l'avenir de ces deux bases importantes en Méditerranée. On verra comment ça va se passer, mais visiblement, l'ex-leader a été lâché par la Russie pour des raisons pragmatiques. Évidemment, comme on dit, le succès a beaucoup de pères, mais l'échec
est un orphelin. Et l'ex-président est dans cette posture-là. Alors je précise quand même que le Kremlin n'a pas confirmé la présence de Bachar el-Assad et de sa famille à Moscou. On va continuer avec une dernière question, si vous voulez bien, professeur Saoud, sur cette question des réfugiés. La Syrie reste la plus grande crise de déplacement au monde, avec plus de 13 millions de personnes qui ont fui le pays ou qui ont été déplacées à l'intérieur. À quoi faut-il s'attendre dans ce contexte? À un retour massif des réfugiés, selon vous? Je pense que les retours ont déjà commencé. Et le président turc fait de ces réfugiés une cause nationale. Il faut qu'ils reviennent à leur pays. Mais il y a déjà des retours. On suivra. Les gens sont en train de regarder. Il y a même des réfugiés en Europe qui veulent prendre des billets d'avion, nous dit-on, pour revenir dans leur pays. Je pense qu'il faut attendre que la situation se stabilise davantage, mais je pense qu'il y aura des retours et tout le monde a intérêt à ce que les populations de la Syrie reviennent dans leur village, évidemment dévastés, certes. Se posera après le problème de la reconstruction dont les Nations Unies et beaucoup de pays ont parlé. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, professeur Saoud. Je vais vous en profiter pour vous poser cette dernière question qui sera vraiment la dernière. Donald Trump arrive donc dans quelques mois au pouvoir. Est-ce que le fait qu'il arrive justement au pouvoir et aux affaires aux États-Unis va changer quelque chose par rapport à la gestion de Joe Biden sur ce dossier syrien et ce dossier proche-oriental? Nous avons assisté à l'interview du président, toujours en exercice, le président Biden, qui a dit que cette situation en Syrie est une grande opportunité pour revenir à une stabilité importante pour ce pays et que les choses viennent. Mais il a dit que ça comporte des risques et des incertitudes. Allusion faite évidemment à ce leader qui paraît aujourd'hui l'ex-Joulani ou Ahmed Shrah. Et donc, il a dit clairement qu'il ne faut pas que le groupe État islamique se réimplante en Syrie, profitant de cette instabilité. Quant au président élu, je pense qu'entre la gestion des affaires et la gestion de la parole, il y a un gap. En disant que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre combat, ne nous en mêlons pas, le président élu affiche déjà une position. Maintenant, une fois dans le bureau ovale, est-ce que la posture changera? Wait and see. Wait and see, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Hassan Saoud, d'avoir répondu aux questions de Mehdi 1 TV. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en sécurité et en stratégie. Merci à vous.